Donc sur l'adaptation des processus, déjà rappel de ce qu'on a pu dire ce matin, c'est le petit focus sur le batch 1, donc qui vis-à-vis de l'IA au complet, ne couvre au final qu'une toute petite partie, donc sur tout ce qui est data driven, et en particulier en fait vraiment des cas d'études sur la construction. Mais on va dire la fenêtre elle est bien plus grande et on va devoir se poser la question de comment on va traiter l'ensemble de ces cas. Donc là une approche qui est proposée on va dire pour capter en fait tous ces cas et comment on va devoir analyser tout ça, c'est une approche d'ingénieur. Adaptation des processus. C'est la deuxième session? C'est ici. Deuxième session. Exactement. Donc là, l'approche qu'on propose au final, c'est de faire une approche d'ingénierie système qui va permettre à chaque fois de définir le périmètre de chacune des activités et de bien borner les entrées, les sorties et le rôle de chacun. Donc là, on se base aussi sur une norme, l'ISO 42010, qui justement propose une méthode de formaliser les différents points de vue avec lesquels on va regarder ce système. Donc là, en l'occurrence, notre système, c'est l'environnement de confiance, et de voir comment on va spécifier cet environnement de confiance par rapport aux différents points de vue, parce qu'on a vu, il y a le point de vue du data engineer, le point de vue du safety engineer, le point de vue de l'utilisateur, qui ont tous leur point de vue. Donc par rapport au schéma fonctionnel qu'on a déjà vu plusieurs fois, là ce que je vais vous expliquer très rapidement, c'est la partie comment on va réussir à instancier au final, cet environnement de confiance. Donc on a parlé de points de vue. Au final, on va devoir expliciter l'ensemble des activités nécessaires pour réaliser le développement d'un système intégrant l'IA, sachant que quand je dis le développement, c'est bien les phases de développement, mais c'est aussi le maintien en condition, l'opération et le maintien en condition opérationnelle de ce système. Donc on va devoir couvrir l'ensemble de ces activités avec les personnes qui vont interagir sur cette activité. Donc là, il faut bien comprendre que ça, c'est un regroupement d'activités, et sur ce regroupement d'activités, on peut avoir différents rôles qui vont intervenir à l'intérieur de ces activités. Il va y avoir plein d'échanges entre ces différentes activités, et chacun de ces échanges va avoir un certain cycle de vie. Et c'est via des changements d'état, on va dire, sur ces données, qu'on va pouvoir, en idéal, capter le fait que la donnée elle est bonne ou pas bonne d'un point de vue d'IA, et donc bonne pour notre développement. Donc les points de vue en fait, qui sont envisagés jusqu'à présent, il y en a pas mal. Je ne vais pas les détailler parce que sinon je sais qu'on tient moins bien le temps, mais globalement il y a tout ce qui est analyse du risque au cours du cycle, on va dire, de développement du système, donc que ce soit en ingénierie. En gros, j'ai fait une erreur de label. C'est quoi l'impact, on va dire, sur la confiance que j'ai dans mon système? Au niveau du système d'opération, on a parlé du moustique sur la caméra. Ça a quoi comme impact sur la confiance que j'ai dans mon système? Comment je vais gagner en confiance par l'utilisation, par exemple, de bibliothèques, de lignes de produits? Et comment je vais gagner en confiance par l'interaction que je peux avoir ou pas avec mon système qui intègre de l'IA. Et donc l'objectif, ça va être de décrire en fait l'ensemble de ces points de vue et capitaliser un peu tout ça. Sachant que ce qu'on a vu aussi dans les différentes présentations, c'est que forcément on a des propriétés à respecter pour quelque part minimiser le risque et maximiser la confiance. Et du coup, on a toujours des notions de performance, justement, et de safety qu'on a en tête derrière et qui vont s'appliquer, finalement,
à l'ensemble des points de vue qu'on aura explicités. Du coup, jusqu'à présent, on a considéré quand même pas mal de disciplines d'ingénierie qui sont nécessaires au développement d'un système intégrant de l'IA. Donc là, il y a déjà l'état de l'art qui liste un peu les activités qui sont impactées par l'intégration d'IA dans ces systèmes. L'idée, c'est de se focaliser bien sûr sur les spécificités de l'IA. L'idée, c'est pas de couvrir l'ensemble des processus de ces disciplines, mais bien de regarder celles qui sont impactées par l'introduction de l'IA. Et bien sûr, on va appliquer tout ça à des cas, on va dire, des cas théoriques, des use cases théoriques, mais bien sûr sur ceux du programme. Donc, là, on est en plein dans l'organisation, dans les réflexions sur comment capturer au final toutes ces connaissances. Donc on est en train d'évaluer différents outils pour capitaliser tout ça. Mais l'idée, c'est que ça serve derrière à l'ensemble du programme. Et donc on est en train de spécifier quelque part l'ensemble des services qui devront être rendus par le framework pour couvrir au final on va dire, la vision de l'ensemble de ces données. Voilà pour la partie, on va dire, instantielle. Et je passe la main à Morayo et Eric, qui vont parler de la partie branche remontante du VM. Alors, au niveau des challenges du coup du VM, c'est un peu bizarre de reprendre à chaque fois le même discours. Donc, je vais aller plus par l'expérience, aller plus rapidement, en dire moi. Nous avons identifié 4 principaux challenges. Qui ont tendance au niveau de les deux parce que c'est une suite logique. Le premier challenge, c'est de pouvoir définir correctement et spécifier ce que l'on peut définir comme on peut qualifier comme le domaine opérationnel du système. Par exemple, c'est la base d'IA, qui pour le bâtiment est data driven, donc nous avons fait une spécification comme auparavant, sont déterministes, et de pouvoir aussi identifier quels sont les nouveaux types de dangers, de hasards en fait auxquels l'intégration de l'IA dans le système va amener le système à être confronté. Donc on fera principalement un focus sur ces nouveaux types de risques, sachant que les méthodes usuelles normalement sont bien connues pour les types de risques de type software, hardware usuellement rencontrés dans le système en IA. Il faudra prendre en compte aussi également la construction de l'humain. Donc il y a l'humain à différents niveaux, l'humain au niveau de la boucle dans le système, l'humain au niveau du développement du système et l'humain à l'extérieur du système avec lequel il va interagir par exemple. Le deuxième challenge est d'identifier en fait quels sont les différents éléments qui permettent de pouvoir démontrer de la confiance que l'on va avoir dans notre système. Donc aussi bien en phase de développement, nous allons identifier différents types de tests de vérification, de validation, donc de preuves qui permettent de pouvoir normalement assurer que le système est robuste, qu'il est safe, etc. Mais l'idée, c'est de pouvoir en fait définir quelle est la confiance que je peux apporter à cette preuve que j'ai définie par rapport à la confiance ou par rapport à la robustesse du système, par exemple. Donc, nous sommes en phase de développement où nous allons définir en fait un niveau de confiance dans le système développé. Et ensuite, nous allons pouvoir maintenir le niveau de confiance durant l'opération du système qui sera déployé, puisque le système étant un système intégrant des composants IA sera influencé par tout un type de changements, donc les changements au niveau des données, au niveau de l'environnement, du contexte opérationnel, etc. Donc, pouvoir garantir la confiance que l'on a établie durant la phase de développement et pouvoir s'assurer que cette confiance reste intacte, au niveau de l'opération, de la mise en opération du déploiement du système. Et à ce deuxième challenge, en fait, il y a une continuité entre les phases de design opérationnel. On doit prendre en compte en fait l'idée qu'on ne va pas partir de zéro, donc de pouvoir réutiliser en fait les acquis, les bonnes au niveau de la définition du développement des systèmes non IA pour pouvoir réintégrer par exemple l'utilisation de composants qui sont déjà certifiés dans les systèmes qui sont basés IA. Je vais intégrer des composants IA. Donc sur le premier challenge, nous avons identifié deux principales activités. C'est la spécification, la formalisation et la spécification de l'ODD, qui va passer par tout un cycle que je vous montrerai plus tard, et l'identification des nouveaux risques
soit par un catalogue en fait par rapport à une numération qui a été faite aujourd'hui à travers différents standards, différentes activités, mais aussi définir une méthode qui permettrait de pouvoir en identifier de nouveaux, dépendamment du type de contexte et du qu'il y a qui est intégré dans le système. C'est une méthode qui se veut en fait améliorable, en fait, empirique, en fait, pour pouvoir définir cette méthode en se basant sur les méthodes connues qui sont déjà qui sont déjà régulièrement utilisées, mais qui sont améliorées en fait pour prendre en compte les considérations, les spécificités de l'IA. Et à partir de ces nouveaux risques qui sont identifiés, comment est-ce qu'on peut adapter les méthodes génériques de risk assessment que l'on connaît pour pouvoir les prendre en compte. Donc, au niveau de la spécification du domaine opérationnel, nous avons identifié en fait une sorte de workflow qui est amené à être maturé, qui va se baser sur principalement trois concepts. La définition en fait d'une taxonomie, l'élaboration d'une taxonomie qui soit cross-domaine, donc sur les systèmes critiques. La définition de l'ontologie qui met en relation cette taxonomie, les différents concepts de cette taxonomie, pour pouvoir définir la sémantique entre ces différents éléments. Et ensuite, l'extraction en fait du domaine opérationnel qui sera propre à un système spécifique à partir de l'ontologie générale qui couvre le domaine opérationnel qui est exploitable ou qui est en tout cas appréhendable par n'importe quel système. Au niveau de la définition de risk management, donc il va s'appuyer sur la définition de l'ontologie, c'est de pouvoir définir une méthodologie et des méthodes qui soient outillées pour pouvoir identifier les situations critiques que l'on va pouvoir avoir, que le système peut rencontrer au niveau de son ODD, de son domaine opérationnel. Donc on va partir sur la définition des sujets scénarios, puisqu'il faut comprendre que l'ODD c'est une sorte d'ensemble de sujets scénarios de notre système. À partir de ces sujets scénarios, nous aurons normalement des situations qui peuvent être critiques ou corner case, et à partir de cette situation corner case, donc qui vont être à la limite en fait du comportement nominal du système, il faudra prendre en compte des mesures de risque, des mesures de mitigation qui sont appropriées, dépendamment en fait du type de situation, pour pouvoir s'assurer qu'on reste dans un comportement sûr dans le cadre de l'ODD. Alors on se concentre sur le domaine de l'ODD, c'est-à-dire le domaine du domaine opérationnel connu du système, en sachant qu'en dehors de l'ODD, auparavant, il aurait déjà fallu définir quelles sont les règles qui permettent de pouvoir déjà définir la frontière de notre ODD, donc du système opérationnel, et quelles sont les règles pour ne pas avoir à franchir en fait cette limite. Donc, nous avons deux ou trois niveaux de méthodes de mitigation qui seront plutôt élaborés au niveau des tâches prochaines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interrompre parce que sinon ça va être un long légus. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple quelque part de ce qu'on appelle ODD Un exemple d'ODD, c'est ça ? Sur un des cas d'usage du programme, de voir un peu comment ça se déroule, tout ça. Alors, notre ambition, c'est de pouvoir dérouler en fait cette approche en fait sur un use case. Nous travaillons avec du use case Renault en ce moment. Je sais qu'au niveau de l'EC3, ils ont travaillé sur une caractérisation de l'ODD. Nous avons eu accès à cette caractérisation, mais qui ne correspond pas exactement à la définition de l'ODD. Donc je pense que même avant de parler d'ODD à ce niveau, il faudrait définir en fait le concept de façon sémantique de l'ODD, tout au moins pour le domaine de confiance IA, et ensuite partir sur comment on peut définir l'ODD pour un système. Il y a différentes visualisations qui peuvent être fournies. Aujourd'hui, au niveau de l'EC3, c'est une situation, c'est une vue en guillemets tabulaire en fait qui définit différentes catégories, les différents éléments que l'on peut avoir pour certaines catégories, etc. Et l'idée c'est de mettre en relation en fait, ces éléments pour pouvoir définir le domaine opérationnel. Donc, on essaiera de le faire sur le cas de la soudure et sur le cas de la détection de piétons. En fait, pour Rio, oui. Je pense que c'est la question de Yannick, c'était sur l'ODD, mais je pense que de manière plus générale, oui. Voir un peu la concrétisation de ce que tu proposes sur un cas, avec quelques exemples de tout l'ensemble, finalement, ça serait vraiment bien. Alors, c'est peut-être un peu compliqué, mais donner des petits bouts. Oui, on y travaille. Alors, nous avons des travaux que nous faisons parce que
il y a eu deux approches. Nous avons une approche où on parle plutôt de la théorie, c'est-à-dire qu'on parle de la spécification d'une taxonomie. On s'est dit que voilà, pour pouvoir définir un domaine opérationnel, en général, on sait ce qu'il faudrait rencontrer. Et de l'autre côté, au niveau de l'EC5, qui parle en fait sur l'autre approche en fait, qui se base sur l'exploitation des données pour pouvoir en extraire en fait les concepts que le système est amené à rencontrer et en définir un ODD. Donc nous allons faire un croisement de ces deux approches pour voir en fait si nous avons déjà une sorte de complétude au niveau de l'ODD et si on arrive quand même à tomber sur quelque chose de commun. Donc cet exercice nous le faisons, donc je pense qu'il y aura une vue dessus. Moi j'ai l'impression, si tu veux, on utilise le terme ODD qui sort un peu du domaine automobile et qu'on n'avait pas l'habitude de voir ailleurs, et tout système fut-il non-NML, il est censé opérer dans un domaine qui n'est pas n'importe lequel. Un avion, ça opère dans un certain contexte. Donc, finalement, c'est pas très nouveau. Ce qu'on appelle les concepts opérationnels. Oui, c'est des choses qu'on connaît. Simplement, la nécessité de formaliser aussi rigoureusement, elle n'apparaissait pas. Parce qu'aujourd'hui, cette définition, elle va déterminer les données qui vont déterminer le comportement du système. Donc finalement, voilà, ça fait un peu nouveau l'ODD, mais non, l'ODD, c'est pas si nouveau que ça. Par contre, ce qui est nouveau, c'est l'effort que l'on fait pour le formaliser et de le représenter. Et après, on parle de taxonomie, d'ontologie. Bon, on va faire les choses simplement. Quand on dit l'avion ne peut décoller que si les vents sont de telle vitesse, bon, bah, on a parlé de vent, il faut savoir de quoi on parle. On a parlé de vitesse, c'est quoi la vitesse, et puis on a mis en relation le vent avec la vitesse. Voilà, l'ontologie, c'est énoncer les concepts et les mettre en relation. C'est pas non plus hyper magique, hein. C'est compliqué après à réaliser, mais dans le fond, les choses sont assez intuitives. Après, est-ce que sur le dataset Soullure, par exemple, de Renault, je ne sais pas s'il y a des défauts qui sont vraiment bien cernés, ou si c'est juste on considère comme défaut quelque chose qui s'éloigne de la normalité. Alors, oui. de la présentation qu'ils nous ont faite, ils ont un ensemble de défauts à partir duquel en fait ils entraînent leur système pour savoir que ça c'est un défaut ou ça c'est pas un défaut. Est-ce qu'ils ont l'ensemble des défauts possibles sur leur cas? C'est une autre question. Oui. En même temps, au niveau de l'ODD, il y a toujours cette question de savoir est-ce que les défauts font partie de ce qu'on appelle l'ODD ou sont ceux qui sont justement à la frontière de l'ODD? En fait, est-ce qu'on caractérise a priori l'ODD ou a posteriori? Parce que si on a un modèle, par exemple, qui fonctionne très mal sur certains types de défauts, on ne peut pas dire on peut pas dire que c'est dans le domaine opérationnel. Du coup, on ne pourra pas l'utiliser. C'est a priori. Il faut le faire. C'est a priori. Il y a les notions de RDD, il y a les notions de RDD, de restricted et degraded, et quand on s'aperçoit que du coup il y a des zones qui ne sont pas couvertes, donc on est restreint, il faut l'ouvrir et on se pose des questions sur le dataset comme on se poserait des questions sur des essais supplémentaires qu'on a besoin pour certifier ou pour valider le fonctionnement de quelque chose.